vais donc voir ce motif. Technique IBM, plutôt technique. Je peux répondre. J'espère. Je vais reprendre à zéro ce que j'avais déjà commencé. Donc, en gros, l'étude de la partie open et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose que vous trouverez dans ce qui s'appelle maintenant dans le branding IBM Watson Data Intégration. De son petit nom, IBM Data Replication. Plusieurs choses, plusieurs moyens de chez IBM nous intéresser à terme time, plutôt ni real time, on va dire, la plupart du temps. Et de limite à travailler le début de SQL, on va dire, et faire la réalisation de données plus par le journal receiver. Dans ce cas-là, on va être ce jeu de problématiques qu'on a avec l'IBMI. Exemple tout bête ici, quel genre d'utilité on peut avoir. Donc ça, c'est pas forcément en France, mais aux US. Coordination entre la base du support où il y a les gens qui font l'analyse et qui débloquent avec la référence pour quelqu'un qui n'arrive des problèmes de synchronisation. Ou en fait, devoir faire de bases de données, une base montale pour ce qui par le client et une base, mais la base I a besoin de récupérer le fait que le plafond était assez rapidement. Là, c'est un peu pour gérer rapidement avec les décisions. À quoi ça peut servir? Il y a des cas d'usage que j'ai implémenté avec certains clients cette année. Donc, le challenge, là, il est on va dire, d'avoir la latence la plus basse possible, mais sans trop peser sur le système source. On fait de l'IBM, mais on fait aussi d'autres choses. On va voir un peu plus en détail. Donc les extractions qui peuvent être faites via des données, ce genre de choses, classiques. Et donc, la solution, c'est que je disais, pour nous, pas forcément sur IBM, mais dans notre cas, on va parler d'IBM, c'est d'aller à la couche de la et de faire la réponse. Pas forcément que ça. Un peu après, le premier but, c'est de ne pas peser, de récupérer rapidement les données. Comment ça se présente dans le cas du DB2I, vous serez sur des journal retrievers, des journal retrievers qui vont être lus par un sous qui est déployé sur l'IBMI. Donc, il va avoir les droits de lecture sur ces journaux receivers et il va les transmettre à différents agents. Donc, ça, c'est pour expliquer ce qu'on va pouvoir faire entre ces différents agents. Donc, le stream classique d'un A vers un B. On peut faire du bidirectionnel aussi, parce que dans les agents qu'on va avoir, il y a des agents de source, des agents de type cible, et les agents IBMI, en fait, il y a des agents qu'on appelle dits dual, qui peuvent être une source d'application. C'est pour ça que dans le UL, IBM va faire du bidirectionnel. Je vais avoir un peu plus de détails un peu plus tard, le cas que j'ai eu avec un client. Et on va pouvoir faire aussi une application hétérogène, pseudo de disponibilité hétérogène entre, par exemple, les SQL Server, IBM, Oracle, d'autres bases de données. Donc là, sur la gauche, ça peut peut-être vous intéresser. L'idée, c'est de dire, bon, on a en source l'IBMI. Là, c'est ce que je vous dis, c'est là où on est capable de faire du bidirectionnel. Que IBMI, que ce soit du Postgre, d'autres DB2 hors du monde Power, du SQL et SQL Server qui n'est pas cité. Système SQL Server, pardon. Tous, ça va être des sujets qu'on va voir. Mais ce ne sont pas les seuls. Cette fois-ci, est-ce qu'on va bidirectionner? On va pouvoir avoir dans des cas de move to cloud, on compte souvent on-premise dans les data centers privés. Il y a aussi des cas de move to cloud, vous envoyez la donnée dans les vers Kafka et des fois vers les Cloud Data Warehouse. Avec un ajout cette année de Databricks, par exemple, on fait des Snowflake. Il y a du Redshift, si je ne me trompe pas, il y a toutes les bases RDS de Amazon, ce genre de choses, du data, etc. Donc, un peu transactionnel et plutôt avec base analytique, voire NoSQL ou streaming Kafka pour certains besoins. Donc, au-delà de trop peser sur le DB2 sur I et de permettre de sortir les données,
vers des systèmes hétérogènes ou vers d'autres IBMI, actuellement, la transformation de différentes manières. Il y en a un peu ici, mais on va parler déjà de ceci. Donc là, c'est un langage qui est dans le client lourd qui permet de créer des souscriptions de réplication. Donc ça va être de type Excel avec des concaténations, des formatages de dates, ce genre de choses assez simples, des lookups mais assez limités. Donc on va pouvoir, au-delà de transporter la donnée telle qu'elle, pouvoir faire un peu d'enrichissement ou de reformatage dans le flux d'application sans trop perdre de performance. On va bien sûr avoir la console de management qui va faire le monitoring et le développement des flux. On va aussi avoir le PAT, qui sont pas statistiques, hein, les délais, les utilisations de ressources des agents, les temps de commis, le nombre de lignes, le nombre d'opérations, les types d'opérations, si c'est des updates, des deletes, des inserts, etc. Beaucoup de possibilités de customisation et d'intégration. Le CLP, on peut le voir comme du scripting, ça s'utilise en externe. On peut faire à partir du sous-système qui se trouve dans l'IBM les commandes. Pardon, moi là c'est un IA de ma part, c'est que du monde open, donc les commandes IBM en général, je les fais avec ce langage. Et les deux sont aussi. Là, c'est la sensibilité du client. S'il y a plutôt des admins qui veulent diriger l'agent côté IBMI ou qui veulent diriger côté d'un ordonnanceur de la rue, contrôler ce genre de choses avec du shell qui tourne sous Linux ou Windows. Et dans un cas qu'on a fait avec mon collègue, vous pouvez trouver sur des clients qui ont fait, par exemple, des transformations très très customisées sur le flux de réplication, donc en utilisant la solution Talend de Data Réplication, et où les formules-là ne vont pas être suffisantes. Je m'explique, le client qu'on avait, le client en tête, faisait ça parce qu'en fait le calcul était vite fait pour lui, il avait vraiment beaucoup de données sur ses BMI, il avait un coût de stockage assez énorme, et en fait en faisant un programme complexe, ça lui permettait d'enlever 40% des écritures sur ses réplications entre IBMI. Ça valait pas la peine d'avoir la complexité des propriétaires Talend, pas c'est du RPG ou ce genre de choses. C'était important pour eux de faire en plus tard, il fallait vraiment le faire dans le flux de réplication. Dans ce cas-là, sur l'IBMI, ce qu'on a fait, mon collègue, j'ai été formé au RPG Full Free pour reproduire, parce que le langage Talend est quand même très ressemblant à du RPG, quelque part, et on offre les possibilités de faire ce qui s'appelle des user exits. Dans le monde open, ça va se faire en Java souvent. Sur IBM, on a le choix de le faire en COBOL, en RPG, full free et différentes versions, ou aussi d'utiliser des procédures stockées, ce que j'ai voulu éviter parce qu'on avait beaucoup de volume, des contraintes fortes de volume et de SLA de latence. Donc, la difficulté c'est de faire une transformation assez complexe dans un flux de réplication qui doit rester en millisecondes quand même. Et dans ce cas-là, on peut utiliser donc, du FPG pour faire cette transformation et reproduire la ligne près dans les cas d'usage qu'on a eu versus Talend. Les lignes ils sont répliquées aux mêmes instants dans les mêmes fenêtres de temps. Petite info, j'avais testé mon job sans la user exit, le débranchement sur RPG Full Free, ça va quand même 5 fois plus vite. Mais si j'ai fait ça en procédure stockée, je pense que ça aurait été 50 ou encore pire sur mon flux de réplication, ce langage-là. On va avoir un système de tracking de différentes manières. Ici, de la prise de les journal receivers dans la réplication, ou avec des certains seuils de réplication, de délai de réplication qu'on ne veut pas franchir, qui sont paramétrables dans la console, encore une fois. Et sur la réplication, on supporte plusieurs types d'architecture, plusieurs types de réplication, pas uniquement entre mais aussi dans toutes les directions. Du point-in log recovery, ça va être un utilitaire qu'on va voir soit via CHP, soit via des commandes dans le système IBMI pour pouvoir reprendre un nom particulier des journal receivers en cas d'incident, en cas de changement de structure ou ce genre de choses. Donc on va pouvoir permettre de reprendre le flux d'application sans faire une réinit, dans pas mal de cas, sans faire une réinit totale de ce qui se trouve en amont. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Pas de questions. On continue. Je pense à toi. Alors,
On va faire rapidement ce slide-là parce que j'ai l'impression de déjà vous l'avoir montré. Il était en plus simple au début, on va directement ensuite. Donc ça, c'est un autre exemple de déploiement qu'on a eu. Donc, j'ai dit beaucoup de mots sans vraiment vous montrer avant, mais on a ce qui s'appelle management de console et un client lourd en Java. C'est ce qui va permettre de designer les flux de réplication, aussi de monitorer graphiquement si on veut monitorer graphiquement. On peut extraire les événements de monitoring vers une base externe si on veut, ou via le SDK, Java, que je vais pas mentionner. Donc cette console de management, elle peut être puis en client, elle se connecte à un AD, j'ai un QG d'identité, c'est donc qu'on va développer et qu'on va connecter tous nos flux de réplication et les monitorer. L'access serveur, là vous le voyez, c'est des fois ce qu'on a eu en fonction des solutions qu'on a eues en face, c'est quelque chose que certains des clients aimaient bien, c'est que la réplication de données point à point, la data est représentée par cet access serveur que vous voyez. C'est un repository des métadonnées de fonction. Lui qui fait c'est lui qui va faire la configuration qu'on appelle les data stores. Ensuite, une fois que les flux sont configurés et démarrés, même si cet access serveur tombe, si vos agents sont up, la réplication continue à cet endroit-là. Bien sûr, dans la vraie vie, si vous tombez trop longtemps ici, il y a une accumulation de choses qui se font dans les disques là, parce que ça doit être envoyé. Il ne faut quand même pas que ça reste down complètement, mais ça donne un élément de résilience. Et dans certains cas aussi, ça rapproche, ça évite que le flux de données fasse les retours et ça diminue la latence. Comme système qui va tourner, qui va écouter le rapport. Donc on va juste déclarer le data store en donnant l'URL, enfin l'IP de l'IBMI sur lequel on démarre ce système. Et là, sur la cible, on a un exemple d'un agent de fichier, ça aurait fait un agent de base de données. Ça va être un process en Java qui est installé sur toutes les quand c'est pas IBMI. Il va recevoir donc les données directement, donc il pose des fichiers dans le système de fichiers, et depuis peu, il sait faire ça sur les stockages d'objets cloud aussi. C'est une demande que j'avais eue par le passé, où j'aurais bien aimé savoir qui ça fait là. L'exemple que j'avais, c'était IBMI qui allait vers AWS et quelque chose qui s'appelait AWS Kinesis. Et ça aurait été bien plus facile d'avoir un agent fichier qui dépose ça dans S3, justement, et de faire l'intégration plus facilement que ce que j'ai dû faire avec les user exits. Quels que soient les déploiements que vous allez faire, donc vous allez toujours avoir l'IBMI déployé de cette manière-là, et en fonction de là où vous voulez aller, ça peut être d'autres IBMI, ou ça peut être d'autres systèmes, du Kafka. Et on va voir deux cas d'usage concrets. Une petite partie sales, comment on price cette chose-là Simple et pas simple, mon slide est beaucoup trop compliqué pour dire qu'en fait, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la partition où se trouve le DB2, combien de corps il y a dessus. Et ça va faire des PVU. Et après, libre à vous d'avoir un target en face. Bien sûr, il faut que ça tienne et ce genre de choses, il y aura une infra. Mais le licensing va se faire au nombre de corps qui se trouvent si le DB2I est la source. Bien sûr, si vous faites du bidirectionnel, du coup, vous avez deux sources. On compte les deux IBM. Et si vous alliez que d'une première partition vers une deuxième sans jamais revenir, c'est la première qui comptera, c'est tout. Dans le cas où il y a Kafka, on ne regarde même pas Kafka. On regarde, et c'est toujours une cible chez nous, on regarde la source, le nombre de corps qu'il y a sur la source. Je dis ça pour l'IBMI, mais que ce soit Oracle, SQL Server, c'est le même principe. Là où on va déposer cette chose-là, combien de corps se trouvent là où on a déposé ça. Rapidement, et vous m'en excuserez, je l'ai vu au dernier moment que je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma vidéo, elle est un peu floue, mais ça vous donnera quand même, je pense, un aperçu. Donc là, c'est juste un exemple de comment on configure un flux, simplement pour prendre une table qui est dans DB2 et l'envoyer sous forme de message dans Kafka. Donc, vous allez avoir un aperçu de la management de console très très flou, je m'en excuse encore. Vous allez d'abord avoir donc l'Access Manager, c'est là où on va déclarer tous nos data stores. Ça ne se voit pas bien, il y a du DB2, il y a du Kafka, il y a du Oracle, il y a du PostgreSQL, etc. Là, on met les credentials, c'est tout. Et on s'assure que, justement, depuis l'Access Server, tous les agents sont joignables et qu'on peut faire les configurations. Une fois qu'on a fait ça, on va passer dans la partie configuration, ici. Et donc, dans la configuration, on va créer ce qui s'appelle des souscriptions. Ici, on arrive sur quelque chose de vide, donc on lui donne un nom. On choisit l'agent source, l'agent cible. Là, c'est un mapping très très simple pour dire de faire juste un miroir de la table dans Kafka. Donc, on va choisir la table dans DB2, là où les tables, pardon, et on va choisir le topic Kafka où ça doit être publié. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a juste un
un start-stop à faire. Je vous passe les inserts pour prouver qu'on met des données. Et donc, vous allez avoir à la fin, depuis votre DB2I, les messages. Donc, on supporte le Avro et le JSON. Donc, on va avoir ces messages, les données qui sont envoyées en temps réel dans les topics Kafka pour utilisation downstream. Donc, comme la capture ne montre pas, il y a ensuite une partie monitoring. C'est là où vous pourrez déclencher tous les KPI que vous voulez suivre en termes de latence, en termes d'utilisation de ressources. Toute cette partie monitoring, en pratique, chez les clients, j'utilise plutôt un SDK Java. On pose juste un jar et on est capable, en donnant le JDBC qui va bien, d'offloader ça dans un système externe pour avoir une profondeur peut-être plus haute et faire d'autres analyses, des dashboards de Power BI ou Cognos pour ne pas les citer. Ou du monitoring plus poussé sur les flux de données. Je suis allé vite quand même. Donc ensuite, j'avais 2 cas d'usage un peu plus précis à vous présenter, que j'ai eu dans le retail. Mais avant que je passe à ça, toujours pas de questions, toujours pas de remarques. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, moi j'ai une question. Donc là, dans l'exemple pour Kafka, je ne sais pas si tout le monde connaît Kafka déjà. Oui, je suis désolé. Hein. Et c'est pour ça que je dis arrêtez-moi si j'utilise des choses qui sont pas. Mais Kafka, c'est un outil de notification, on va dire, pour alerter. Non, c'est une file de messages et ça peut servir de passerelle vers plein d'autres choses. Exactement. Nous, on a la même chose, ça s'appelle un serveur de notification, mais c'est à peu près ça. On envoie une requête et puis lui va la rebalancer à d'autres serveurs. Par contre, quand il va la lancer, vu la réplication, enfin le schéma qu'il y avait juste avant, le but c'est le serveur Kafka, lui, il se trouve sur l'IBMI ou il peut être à... Alors, ce qu'on peut faire, c'est switcher. C'était un des 2 cas que j'ai eu dans le retail, et je peux vous dire à quoi ça sert. Justement, donc c'est dans du retail et c'est de l'alimentaire, et ils ont plein de IBMI, et dessus, ils suivent leur stock. Ils savent où sont parties les palettes, d'où c'est arrivé, dans quel camion c'est parti, etc., etc. Le cas d'usage qu'ils avaient, c'est que des fois, il y a des rappels de produits, et que c'est une analyse assez complexe à faire sur les données qui se trouvent dans le DB2I, pour savoir la palette qui est arrivée de tel camion, elle a été divisée en combien, elles sont parties dans combien, et en gros, c'est où les produits qu'il faut qu'on rappelle. Leur stack à eux, donc c'est d'IBMI pour tout ce que sont les ERP, mais l'analyse, elle se trouve beaucoup plus bas, et c'est appuyé par un MongoDB, donc une base NoSQL qui permet de faire des front web et ce genre de choses. Nous, en l'occurrence, ils n'ont pas voulu qu'on a la capacité à alimenter MongoDB directement, mais ils avaient Kafka, donc, chez Confluent, donc dans un cloud, ailleurs que le data center où se trouve l'IBMI. Donc, dans le cloud où se trouve Confluent, ou pas loin, on a une machine virtuelle où se trouve cet agent. On aurait très bien pu le mettre dans ce data center-là, mais après, il vaut mieux limiter la latence qui est entre l'agent cible et la base cible, plutôt que limiter cet échange-là. Où là, on a des options pour essayer d'optimiser. C'était sur une machine virtuelle parce que Confluent, on n'a pas accès au cluster Kafka en lui-même. Si on a accès, s'il y a des VM, on peut très bien se mettre en verru si les administrateurs, si les ressources le permettent. Sinon, on a des cas aussi où BigQuery ou ce genre de choses, où on va demander une VM qui est, si possible, dans le même VNet ou pas loin que le service en question. Et ensuite, le Kafka, il a le terme barbare, les bootstrap.server. En gros, c'est un fichier qu'il y a avec le service qu'on va donner à notre agent et lui, du coup, il sait comment se connecter à ce service-là pour y envoyer les messages. Et du coup, ce n'est pas Kafka qui est utilisé en lui-même, c'est une sorte de répartiteur. C'est le point d'entrée dans le cloud chez eux, c'est ça. Qui doit aller s'alimenter de messages Kafka. Donc, c'est souvent une cible qu'on voit dans des échanges où il y a des tentatives d'envoi. Donc, dans celui-ci, ça s'est bien passé, mais il y a des cas où on a essayé de me faire des trucs de l'Amérique du Sud vers le data center Azure à Amsterdam. Il y a des limites à ce qu'on peut faire aussi. Et après, tout va dépendre des SLA du client. On fait de toute façon, dans tous les cas, des POC sur cette solution-là. Bien sûr qu'on a des sizing. On fait ça par rapport on va demander aux admins d'avoir une idée des pourcentages de logs qui se trouvent sur l'IBMI, parce que c'est ce que nous, on va processer. Ça va nous donner déjà une idée de ce qu'on va devoir processer, et aussi des tables et des types de données des tables qu'on a répliquées. Ça nous donne déjà un premier élément, mais on fait ça en POC pour valider qu'on arrive à atteindre les SLA surtout.
et que le diable étant dans le détail, on a toutes les bonnes configurations. Un autre point, c'est pas lié à l'IBMI, mais si vous envoyez que des fois vous devez l'envoyer vers Kafka, un autre point qui était compliqué, c'est que j'ai eu beaucoup de clients. Quand on fait du format Avro, c'est très facile, mais c'est plus cher chez Confluent parce qu'il faut une schéma registry, il faut plein de choses. Mais ça fait que, en gros, votre DB2 là, il va naturellement se transformer en un message avec les bons types, les bons formats de date, et du coup, on n'a pas trop de problèmes. Et la plupart des clients, ça coûte cher, donc ils nous demandent des messages JSON. Et là, il faut se faire ce qui s'appelle une KCOP. Nous, on a prévu ce cas-là aussi. Donc, il y a un petit bout de Java où on peut customiser le format si le format par défaut n'est pas bon ou qu'il n'y a pas de schéma registry. Donc, une sorte de pseudo schéma registry dans la réplication même. Ça, c'était un des points que j'ai eu aussi sur Kafka qui a fait que, qui n'était pas du tout lié à l'IBMI, on va dire, dans ce cas-là, mais qui a rendu ça un peu plus compliqué. Si l'agent Kafka ne répond pas, il se passe quoi sur le même combat qu'il y a sur DB2? Alors ça, il y avait ça dans l'autre sens, mais vous allez avoir une rétention des logs. Bien sûr, elle est paramétrable. Soit on peut déclencher un incident, soit on va risquer de remplir tout le FS où on fait ça. Mais l'agent-là va bien sûr remonter une erreur, mais va continuer à processer ce qui se trouve dans les logs, justement, pour l'envoyer dès que l'agent cible sera de nouveau disponible. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte et ce n'est pas un bouton activer, désactiver, mais il y a des paramètres qui se règlent. Et en tout cas, nativement, si on perd cet agent cible, il y a quand même les processing liés à la source qui continuent. Je sais qu'en l'occurrence, on a utilisé ce genre, pas exactement dans ce cas-là, mais on a des cas où ici, c'était Oracle. Comme on réplique, au bout d'un moment, ça coûtait cher en log sur le file system, on était capable de conserver un peu plus de profondeur de log dans l'agent et qu'ils fassent le nettoyage de leur file system Oracle un peu plus tôt et continuer à envoyer ça en délai de l'autre côté. On va dire sur ce cas d'usage-ci, je crois qu'on en a parlé grandement. Oui. Celui-là, c'était un retail. Et un autre qui était un peu sucre aussi avec des IBMI. Donc, encore une fois, dans le retail, mais cette fois-ci, ce qu'il y avait, c'était un peu comme mon dessin animé du début, c'est qu'il y avait besoin de faire de la réplication bidirectionnelle. Et ce qui était complexe, c'était que c'est exactement les mêmes tables. C'est-à-dire qu'il y a un ERP là qui est capable de modifier une table qui a une certaine image, et il y a son pendant ici où il y a un ERP qui modifie aussi cette table, et les deux se partagent en fait les données. Ça se fait assez naturellement. Ce qu'il faut savoir configurer, c'est la gestion de conflit. Ici, sur le même index de mise à jour qu'on voulait, les deux ont mis en même temps. Il faut choisir qui gagne, ce genre de choses, qui est le maître. Mais techniquement, c'est ce qu'on a mis en place avec eux, c'est la capacité à avoir donc une espèce de réplication hétérogène, mais un miroir sur une table qui est dans SQL Server versus une table qui est dans DB2I. Et c'était leur principal besoin, maintenir à jour les deux côtés avec les mêmes données. Moi, j'ai une question là-dessus pour la résolution des conflits ou les risques de collision. Si vous envoyez, donc, comment vous arrivez à identifier que le record qui est dans le SQL Server, en fait, il vient de l'IBMI, et surtout quand vous le renvoyez aussi, c'est... Parce qu'ils sont marqués dans les... C'est justement ça, ils ont une marque dans les logs, et en fait, ça, on va aller au détail, mais dans la petite interface, là, quand on va créer notre souscription, on va lui dire justement d'exclure les lignes, parce que sinon, on fait quoi? On fait un truc qui tourne en rond et qui remplit des bases. Donc, de chaque côté de la souscription, on va lui dire, fais attention, il y a des trucs, c'est toi qui te les envoies, tu ne les prends pas. Et inversement, au-delà du conflit. Je suis d'accord avec vous qu'il y a aussi cette règle d'exclusion à faire. J'ai eu la chance de le savoir avant de faire mon premier test, j'ai jamais rempli le DB2I pour l'instant comme ça. Mais c'est un point d'attention. Les conflits et les logs, c'est géré comment aussi, les logs? Si on met à jour les SQL Server, je sais pas, j'ai une fiche client sur SQL Server, je modifie, je sais pas, la raison sociale ou le nom du client. Puis pas de bol sur l'IBMI, j'ai quelqu'un qui est dans la fiche. Le pas de bol, il faudra avoir choisi c'est qui a le plus de pas de bol dans les deux. C'est qui est maître? C'est qui est maître dans ce genre de cas. On ne peut pas faire de miracle et remerger les deux motifs. Dans ce cas-là, nous, on a ce qu'on appelle gestion de conflit. Et on va dire, c'est cet agent qui gagne sur celui-là s'il y a un conflit. Parce que, comme vous le dites, ça arrive. La même ligne, la même PK, on essaie de trouver une clé différente. Non. Là, c'est exactement la même ligne qui se modifie au même moment. La difficulté dans tout ça, c'est plus déjà dans une réplication classique, savoir si on est bon, si on est aligné, si c'est normal que les 3 dernières lignes, est-ce qu'elles sont en train de passer dans le tuyau ou pas. Là, c'est plus compliqué aussi parfois de bugger quand même.
au-delà de ces deux cas d'usage. Après, dans tous les autres que j'ai vus, ça se démultiplie un peu beaucoup comme ça. Il y en a un avec mon collègue qu'on a fait qui était quasi 100% IBMI, mais il y avait quand même une sortie vers des fichiers plats. Mais 90% de ce qu'on avait à faire se faisait entre deux partitions d'IBMI, mais il y a aussi beaucoup de communication vers Oracle, vers d'autres bases de données transactionnelles. Je dis bien transactionnelles parce que des fois, on nous demande de mettre des bases de données analytiques en face. Alors, ça va dépendre de ce qu'on fait. Parce que si dans l'IBMI, comme on a vu chez certains clients, il peut y avoir 500 threads Java en même temps en train de modifier une table, les bases analytiques, elles n'aiment pas recevoir les 500 inserts un à un. Encore une fois, on a des paramètres qui savent mitiger ça pour dire moi, j'en garde 1000 et je les envoie tous les 1000. Mais on peut avoir des bottlenecks. Donc, ça marche beaucoup mieux avec des flux quand même qui sont dits transactionnels. De la même manière que s'il y a 35 Tera ici, moi, quand le client il me demande, je dis l'init, j'espère que vous avez le temps. Parce qu'on n'est pas, je dis pas que ça. On a aussi moyen on va dire, d'utiliser un process externe d'initialisation et de reprendre la main derrière. Il y a des cas où, naturellement, pas forcément sur l'IBMI, encore que j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais il y a des cas où le binaire, on va dire, natif d'offload de la base fait tellement de trucs mieux que ce qui se trouve dans IBMI, qui va le faire par log de table, qu'il est plus rapide de faire l'offload en externe, de reloader de l'autre côté, de reloader en face, et après de dire à l'IBMI, voilà, à partir de ces logs-là, maintenant c'est à toi, et on continue sur le miroir. Donc, quand on parle en teraoctets, c'est souvent ce que j'envisage, parce que sinon ça fait des inits assez longues, et surtout il y a certains cas d'incidents où on peut être amené à réinitialiser, parce qu'il y a souvent des clients qui n'ont pas forcément moyen de faire de différentiel. Et un autre des prérequis dans tout ça, même si vous le lisez dans la doc qu'on peut faire quand il n'y a pas de clé primaire ou d'index unique sur la table, je déconseille fortement. Parce que ça va s'appuyer sur les RRN, et que si quelqu'un recycle les RRN, on voyage avec ce qui s'est passé. Vous aurez de la réplication, mais on ne saura pas trop qui est allé dans quoi. Mais la documentation, si le client sait que les RRN ne sont jamais recyclés, ce qui m'étonnerait, c'est ce qui se passerait s'il n'y a pas de clé unique. Donc on a quand même besoin d'une clé unique. C'est aussi ce qu'on a sur les conflits et ce genre de choses. Elle peut être définie logiquement dans l'application. Il n'y a pas de souci de temps de réponse aussi quand le résident est mis sur l'IBMI. Le temps qu'il réplique de l'autre côté, est-ce que ça prend ressources au niveau IBMI? Alors, de ce qu'on avait vu, parce que j'avais un client qui m'avait fait du e-doctor pendant que je faisais tourner mes petits monstres. Tu te rappelles de mémoire, c'était moins de 10% sur la CPU. Ça reste assez bas. Et sur la latence, en l'occurrence, sur les tests qu'on a pu faire, c'est en millisecondes, hein, c'est quasiment instantané. Bien sûr, dans les tests qu'on fait, là, la partition, elle n'est pas loin de son. Moi, là, je vous parle de partitions qui sont pas loin l'une de l'autre. Maintenant, si j'ai une express route Azure entre les deux, je me rajoute le poids de l'express route Azure entre les deux quand même. Mais sinon, quand on va dire sans contrainte réseau, c'est du quasi instantané. Et tout ce qui est trigger et tout ça alors, il y a des soucis non, parce que... la réponse bête que j'ai, la réponse de chimpanzé que j'ai à ça, c'est si c'est dans les logs, c'est vu. Si c'est pas dans les logs, on ne saura pas le répliquer. Donc, il y a eu un cas, mais je confonds avec le Z. Il y a certaines opérations dans DB2 où on peut mettre with no logging. Ça, typiquement, nous, on ne va pas vous les répliquer s'il y a du with no logging parce qu'on s'appuie sur les journalistes et les logs. D'autres questions sur ces cas? On arrive proche de la fin. Donc ça, c'était un résumé un peu de ce qu'on a délivré cette année autour de l'IBMI. Pas forcément beaucoup de choses, mais on continue de maintenir bien sûr toutes les versions de l'OS IBMI, on les supporte. J'en ai déjà parlé de certaines avec l'ajout de MongoDB et Databricks en cible. Databricks, c'est une cible qu'on nous demande aussi souvent, de plus en plus, comme Snowflake qu'on avait déjà. L'authentification multifacteur, j'ai dit qu'on savait se connecter à des annuaires, mais maintenant il y a des besoins aussi de multifacteur, d'un peu plus de sécurité que ce qu'on a aujourd'hui sur les gestions des identités des personnes qui utilisent IBM Data Replication. La capacité à aller vers Iceberg,
C'est des choses qu'on évoque avec certains clients, pas forcément sur le I, mais sur le Z, qui sont quand même un peu similaires, qui ont des problématiques un peu similaires, on va dire, au point de vue partage de données. Il y a des demandes d'avoir les données au format iceberg maintenant pour être plus ouvert, pour utiliser différents moteurs. Un peu l'équivalent de Kafka, mais sur les bases, on va dire, sur les data lakehouse. Donc, c'est des choses qu'on a prises et qu'on délivre cette année dans notre roadmap. Donc, accès un peu vers les structures de données pour le cloud et les object stores qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Ça, j'avais un deuxième slide sale, c'était pour dire on est dans le Gartner partie leader sur la partie data intégration. Ça, c'est pas CDC en lui-même, c'est toute la partie d'intégration d'IBM, mais CDC en fait partie et je pense qu'il aide aussi IBM à monter en haut à droite sur l'intégration. Donc ça termine un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a combien de références en France? J'ai pas le chiffre exact, mais mon collègue, quand il est parti, mon collègue qui m'a passé les slides il y a 3 ans, j'avais un beau slide avec 2000 références dans le monde. Je sais pas combien il y en a en France, mais il y a 2 banques vertes qui l'ont, qui font beaucoup de choses dessus. Il y en a au moins une centaine pour moi, à ma connaissance. Sur l'IBMI, je ne saurais pas vous dire. On vous voit de plus en plus en IBM. J'espère que c'est dû à moi, je travaille beaucoup depuis. Ça fait que 1 an et demi. C'est des grosses structures à chaque fois, c'est normal. Et on est déjà sur des grosses structures. Sur l'IBMI, ça se développe. Sur le mainframe aussi, il y en a beaucoup. Et oui, je suis désolé, Florence. Pourquoi c'est que sur les gros, c'est parce que on ne va pas les dire, on est d'accord. On est d'accord. Attends, mais on est là. Mais voilà, on ne va pas les dire. On se rend compte par collègues interposés. Les équipes se rencontrent. Ouais. Autour de l'IBMI, on finit par tous se connaître un peu tous aussi, de toute façon. Et comme je le disais, peut-être vous n'étiez pas arrivé. Moi, ce qui a fait que je suis tombé dans la marmite, c'est 2 événements. Le premier, c'est Talend qui se fait racheter par. Je sais qu'il y a eu Gamasoft et plein d'historiques, mais ce qui a fait bouger les choses, c'est la fin de vie de l'utilitaire Talend de réplication suite à sa rentrée chez Qlik. Avec pas d'alternative. Enfin, il y a Unity, Qlik a d'autres choses, mais justement, quand je disais, nous, on fait du point à point, on est des agents, on va se mettre en sous-système sur l'IBMI, c'est des choses où on se différencie, en tout cas que le client apprécie plus, on s'appuie plus sur la partie I. Et la fin de vie de Unity aussi, un autre éditeur qui faisait ce genre de choses autour de l'IBMI. C'est les 2 choses qui ont fait que j'ai eu beaucoup plus de demandes côté IBMI. Honnêtement, 9 sur 10, quand on parle de data réplication, il y a un IBMI dans l'histoire. Juste une question. Est-ce qu'il y a un outil aussi qui permet, par exemple, quand on envoie le message sur Kafka, de faire du mapping, de créer en fait, par exemple, le JSON c'est ce qu'on a fait dans l'exemple que je vous ai donné, c'est ce qu'on appelle le KCOP, terme brutal. C'est un outil qui fait ça ou Non, c'est vous overriding une classe Java qui va vous permettre d'être dans le flux et dire les transformations que vous voulez faire. Donc, en fait, c'est pas un outil. Quand je disais que c'est plus facile d'avoir Kafka avec Avro et la schéma registry, quand vous avez ça se fait avec des clics simplement. Quand vous allez être sur du JSON, usage, on va dire peut-être basique de Kafka, mais moins cher aussi, il va vous falloir un peu de Java pour reformater ces choses, en tout cas chez nous. Ensuite, c'est des samples, bien sûr, on ne commence pas de zéro, il y a un sample où limite, il suffit d'adapter ce qu'on voudrait faire. Et moi, je vous ai dit, ce que j'ai vu, je ne sais pas l'expliquer, mais c'était des histoires de format timestamp, où c'était pas exactement comme attendu, malgré ce qu'on avait configuré, on ne s'attendait pas à ça. Et dans ce cas-là, on avait pu reformater. Ou si vous n'avez pas la schéma registry, comme c'est du JSON, vous avez une table. Des fois, ça peut finir en truc en poupée russe dans le JSON, on ne sait pas pourquoi non plus. On a besoin de remettre ça tout à plat. Et c'est là où on va utiliser du code Java. D'autres questions? Donc, je vous libère le reste du créneau. Merci encore. Ouais, c'est la question conclusive avec toi. On va faire comme les coups.